Entrez. Salut les Kryptoniens, c'est Jorel en direct de Shanghai. Comment allez-vous? Alors, bienvenue pour ce cinquième épisode de l'Hebdo Crypto et on va tout de suite passer à l'analyse du marché. Bon, alors on va commencer tout de suite avec l'étude du marché et du market cap. Donc, alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, encore une très très belle semaine sur le marché des cryptos. Donc, du coup, on voit la market cap à 269 milliards de dollars, on voit le BTC à 9878 et on voit l'Ethereum à 213. Comme vous pouvez le voir depuis les 7 derniers jours, le BTC a pris 11,45% sur toute la semaine, et alors que l'Ethereum a stagné à 0,27%. Donc on commence à voir en fait un découplement de la performance de l'Ethereum et du BTC sur le marché, et on s'aperçoit en fait que les capitaux maintenant sont en train de rentrer beaucoup plus sur le BTC plutôt que sur l'Ethereum. Ça se voit au niveau du volume, ça se voit au niveau du prix, ça se voit au niveau de la performance. Donc du coup voilà, donc là pour l'instant on va se dire que cette semaine c'est une semaine plutôt BTC plutôt qu'Ethereum, et on va passer directement à l'analyse du cours. Donc alors sur le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le Bitcoin est à 9878,81, nous sommes le 9 mai 2020, et la semaine dernière, ce qu'il faut savoir, c'est que le BTC était à 8880 dollars, donc on a déjà fait un jump de 1000 dollars par rapport à la semaine dernière. Donc tout va bien sur le BTC, on a le halving qui va arriver d'ici 3 jours, le 12 mai 2020. Et comme vous pouvez le voir, en fait, à cause de ce halving, vous avez le BTC qui pump de manière complètement, comment dire, anarchique. Et donc voilà, donc on a pris 1000 dollars depuis la semaine dernière et on a pris donc en gros en market cap, voilà, là vous avez le market cap du BTC 181 milliards de dollars et voilà, donc ça continue à pumper. Ensuite du côté Ethereum, alors par contre sur Ethereum c'est un peu plus mitigé, vous avez en fait l'Ethereum qui est à 213,57, donc il est beaucoup moins haut que son dernier pic à 228 dollars. Donc on a le BTC en fait qui a pris 1000 dollars alors que l'Ethereum en fait la semaine dernière était à 215 dollars et maintenant il est à 213. Donc en gros ce qu'on assiste en ce moment au niveau du marché, c'est que les gens achètent du BTC et donc parce que le BTC pump, et l'Ethereum en fait reste assez stable. Donc peut-être qu'il va y avoir un phénomène de rattrapage derrière, mais jusqu'à preuve du contraire, maintenant ce qu'on voit c'est que cette semaine c'est BTC et les alt et l'Ethereum en fait apparemment sont en train de stagner. On va voir du côté de la market cap. Donc market cap, cette semaine, on est à 269 milliards de dollars. Et la semaine dernière, on était à 249 milliards de dollars. Donc en gros, le marché a ajouté 20 milliards de dollars de plus de capitalisation. Donc voilà, donc le marché continue à monter, hein, comme vous pouvez le voir sur le graphe, ça monte, ça monte, ça monte. Donc maintenant, on va voir si on va pouvoir dépasser le dernier top qui était en février 2020 à 307 milliards de dollars. Donc c'est assez quand même surprenant parce que depuis un mois en fait on a ajouté déjà 120 milliards de market cap, donc on a doublé la market cap depuis le 13 mars, enfin depuis le crash du 13 mars. Depuis donc 4 semaines, on a une market cap en fait qui est passée de 200 milliards à 269 milliards de dollars. Voilà. Euh, Ensuite, on va parler de la Bitcoin Dominance. Donc alors, Bitcoin Dominance, on est le 9 mai aujourd'hui, donc on voit le Bitcoin avec une dominance de 67,70%, l'Ethereum avec une dominance de 8,80%. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que la semaine dernière, la dominance du BTC était à 65,37 et l'Ethereum était à 9,56. Donc en gros, l'Ethereum est en train de perdre du terrain via le Bitcoin, et donc la dominance du Bitcoin est en train d'arriver sur quasiment un all-time high à 67,70. Si on regarde le graphique depuis le all-time high, en fait, vous pouvez voir que la Bitcoin dominance en 2013 était à 95%. Pendant le bull run de 2017, on était à 87%, donc, en décembre 2017, on était à 62%. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la dominance, on commence à voir en fait un W qui est en train de se former sur la Bitcoin dominance. Et donc voilà, on était quand même à un plus haut à 69% en septembre 2019. Mais là, ce qu'on voit, c'est que la dominance en fait est en train de reprendre du terrain par rapport en fait
à la dominance en fait comment dire, de la semaine dernière. Donc voilà, donc ça c'est le graphe en fait. Bon, on voit que le Bitcoin a atteint en fait un plus bas en dominance en fait en 2018, mais ça c'était pendant la fièvre des altcoins. Mais voilà, là on a une remontée qui est progressive sur la dominance. Maintenant on va passer tout de suite sur l'analyse technique et on va commencer par le Bitcoin. Donc alors sur le Bitcoin, je reprends mes graphes. Donc en fait, j'ai modifié un petit peu les graphes, donc toujours les mêmes choses, hein. Donc les zones de short qui étaient ici respectées. Par contre, alors ce qu'il faut savoir, c'est que là sur la dernière zone de short, on a complètement explosé la zone de short qui était entre 7882 et 9000 $. Et donc là, en fait, on a le BTC qui est déjà à 10 056. Donc, ce qui me fait dire qu'on est dans un mouvement qui est beaucoup plus gros que le dernier top depuis le 10 500 jusqu'à 3500 sur BitMEX. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré un Fibo à partir du dernier plus haut qui était à 13 000. 13 000 laissez-moi voir, hop là, qui était à 13 890, voilà. Donc j'ai retiré un Fibo à partir d'ici et je l'ai redescendu jusqu'au bottom ici. Donc ce Fibo là apparaît ici. Donc vous voyez en fait ici, là le haut, le bas ici. Et j'ai retracé une nouvelle zone de short maintenant qui va être à entre 10 056 $ jusqu'à 11 722 $. Donc là, en fait, si vous voulez, au niveau de ce mouvement-là, donc ce mouvement-là en fait a été invalidé. Donc ça veut dire qu'en fait on a cassé la zone de support oblique qui était ici, on l'a dépassé. Donc pour se hisser à 10 056 alors qu'en fait on aurait dû stopper à 9 500. Donc en gros il y a tous les stops qui ont pété en fait au niveau des bears sur la mèche à 9 500. Vous pouvez bien voir en fait si je zoome un peu plus. Là comme vous pouvez le voir ici, l'oblique était là à 9 500 et en fait donc on a rebondi dessus, on est descendu un peu et la prochaine mèche en fait a complètement explosé cet oblique. Donc ce que je vais faire c'est que je vais garder quand même cet oblique en tête. Pourquoi ? Parce que justement, à partir de ce moment-là, si on est dans un marché qui est complètement bullish et que le mouvement est beaucoup plus gros et qu'il faut considérer en fait un mouvement à partir de 13 008 au bottom de 3 500, ce qui va se passer en fait, moi d'après ce que je vois, c'est que, alors attendez, je vais juste tracer un petit truc ici. Où est-ce que j'ai le pinceau ? Le pinceau il est là. Le marché, d'habitude, ce qui se passe, c'est que quand on est dans un marché bullish, normalement, le marché va faire quelque chose comme ça. Il va monter, il va rebondir sur l'oblique, et après, il va continuer à monter jusqu'en haut. Voilà. Donc normalement, c'est le scénario qui doit être préféré. Ce qui se passe, c'est que ici, on a une zone de short donc, qui est maintenant à 10 050 $. Donc on est en train de rebondir dessus. Là, il y a une grosse résistance en fait qui est à 10 050. Et le prochain target, c'est 11 700 $ pour arriver en fait en haut de la prochaine zone de short qui se dessine en fait entre 13 008 jusqu'au bottom à 3 200. Donc prochain objectif, voilà. Donc 10 000 $, donc ça on les a cassés. Et maintenant, j'attends de voir ce qui va se passer jusqu'à 11 700 $ pour voir si on va aller soit en haut de cette zone de short et la transpercer, ou alors redescendre en fait après derrière. Donc si jamais on transperce, en fait cette zone de short, bah voilà, il faudra reprendre tout le mouvement en fait jusqu'à 20 000 $ et jusqu'au bottom en fait qui était ici, et revenir sur cette zone de short à 13 800 pour voir si on va remonter jusqu'à la zone de short à 16 400. Donc là, si vous voulez, on commence à voir en fait CNBC qui est en train de nous dire que voilà, ça va pumper sur Twitter. Vous avez maintenant des fusées, des cosmonautes dans tous les sens. Vous avez des mecs qui vous disent sur YouTube, ok, achetez le top, achetez le top, achetez le top. Pour être honnête avec vous, là en fait, ça fait combien ? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8 semaines d'affilée qu'on est en train de pumper. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est trop tard pour acheter. Donc pour l'instant, là, il faut jamais acheter un marché qui est complètement vertical. Il faut acheter le marché quand il est horizontal. Là, en fait, pour l'instant, moi, d'après ce que je suis en train de chercher, pour l'instant, c'est des zones de short plutôt que des zones d'achat. Parce qu'en fait, la zone d'achat idéale à la garage jaune a été plutôt entre 3005 et 5000. Donc c'est ici qu'il fallait acheter. Ici, maintenant, en fait, c'est plutôt une zone de short. Après, derrière, si jamais le marché devient complètement bullish et finit en parabole et il vient casser les 13 008 voire les 20 000, voilà, ça on peut pas voir, mais pour moi en fait il est trop tôt pour acheter. Il faut commencer en fait à chercher des zones de vente parce qu'à mon avis c'est là où ça va commencer à FOMO. Au niveau du RSI, ce qu'on voit c'est que le RSI est quasiment au même niveau que le dernier top à 10 500. Donc il faut attendre de voir ce que le RSI va faire, mais d'après en fait la configuration du MACD, le bleu est déjà passé au-dessus du rouge, et à mon avis je pense que ce mouvement n'est pas du tout fini. Donc moi ce que je vois au niveau du scénario le plus probable, c'est qu'en fait on va monter, on va rebondir sur la résistance oblique pour voir si elle tient, parce que c'est un nouveau support en fait qui est à 9 000 $, qui est au-dessus de la zone de short, et après on va voir si on va faire ça, et si on va monter. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le halving quand même qui va arriver. Le halving, en fait, tout le monde dit que voilà, ça va être comment dire un moment de dump
pour les mineurs, ce qui peut être quand même assez acceptable parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez les mineurs qui vont dans 3 jours avoir une reward qui va être divisée par 2 et ça ferait du sens que les mineurs en fait commencent à vendre leur bitcoin avant le halving pour avoir en fait, si vous voulez, vendre au plus haut et avoir une reward qui serait divisée par 2 parce qu'il y a peut-être aussi moyen que le bitcoin en fait se corrige. D'après ce que je peux voir au niveau de l'analyse, moi, d'après ce que je vois, en fait, si par exemple on a un retracement majeur, on va dire, allez, admettons, on va dans l'hypothèse que, bah voilà, on monte. Admettons, voilà, ici, on va prendre une hypothèse ici, on va monter, on passe pas la zone de short, et si jamais en fait on casse cette oblique et qu'on descend, normalement, le retracement logique qui devrait s'effectuer sur ça, ce serait un retracement à 61,8. Donc je vais tirer un Fibo en fait depuis le bottom ici jusqu'au top qui est maintenant, on va dire. Et le retracement à 61,8 en fait qui fait du sens, ce serait un retracement à 5009. Et si on est à 50%, ce serait à 6006. Donc en gros, il y a moyen qu'on retrace à ces niveaux-là si jamais le marché se retourne. Donc voilà, donc il faut attendre de voir ce qui va se passer. Pour l'instant, rien n'est joué. Pour être honnête, en fait, on ne sait pas trop où le marché va aller. Mais pour l'instant, le rallye continue d'être bullish. Il n'y a que des chandelles vertes de partout. Donc voilà, donc attendez de voir ce qui va se passer. Mais à mon avis, je pense qu'il faut bien surveiller le support à 9000 pour voir s'il tient. Mais à mon avis, je pense qu'on va revenir sur cette oblique au moins pour reconfirmer qu'on a une pattern bullish pour pouvoir remonter vers le haut. Voilà, ça c'est l'analyse en fait pour le BTC. Ensuite, on va passer sur l'Ethereum. Alors l'Ethereum, beaucoup plus mitigé. Hein. Donc l'Ethereum, en fait, si vous voulez, on a le dernier top qui était donc 367 jusqu'au bottom à 118. Zone de short respectée ici. Ensuite, on est descendu de 280 jusqu'à 87. Enfin 87 $. Et là, en fait, si vous voulez, on est en plein dans la zone de short. Donc en gros, on est rentré, on a méché dans la zone de short à 227. Et là, en fait, on s'est remis à 213. Donc en gros, on est juste au niveau de la zone de short. Et justement, pour avoir une confirmation que le Ethereum continue à pumper, il faudrait en fait qu'on casse la zone de short à 246. Donc en gros là pour l'instant le tableau est un peu plus mitigé sur l'Ethereum. Vous voyez on a pumpé pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines d'affilée. Et ce qui se passe c'est que bah, là en fait on est sur le retracement donc de zone de short. Si jamais on casse l'oblique, alors ce qu'il faut savoir c'est que l'oblique en fait ce qui est intéressant, l'oblique en fait qui était à partir du dernier top ici, elle s'arrête à ce niveau de prix qui est justement à 246 $. Donc ça veut dire que si on veut avoir une confirmation du même rallye qui est en train de se passer sur Bitcoin, il faudrait que l'Ethereum fasse ça, il monte ici et qu'il casse cette zone à 246 pour ensuite pouvoir la dépasser et arriver en fait à se hisser sur un niveau de prix qui serait autour de... Oh, excusez-moi. Hop là. À se hisser sur un niveau de prix en fait qui dépasserait en fait le dernier plus haut, à 275, 280. Donc là en fait il faut voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant en fait l'Ethereum est en train de faire une pause. Donc il faut attendre de voir ce que l'Ethereum va faire. Mais normalement, si l'Ethereum est toujours corrélé au Bitcoin, ce qui pour l'instant aujourd'hui n'est pas évident, bah, on pourrait s'attendre en fait à ce que l'Ethereum repasse sur la zone de short, vient se reposer sur le support du haut de la zone de short qui devient un support pour pouvoir remonter. Mais pour l'instant, sur l'Ethereum, on n'est toujours pas dans un marché bullish, on est dans ce qu'on appelle en fait un rallye contre tendance parce que l'oblique qui a été tracé en fait depuis les deux derniers plus hauts en fait n'est pas encore cassé. Donc il faut attendre de voir ce qui va se passer autour de 250 $. Mais pour l'instant en fait sur Ethereum le rallye est moins puissant que sur BTC. Pourquoi? Parce que justement les gens sont en train d'investir beaucoup plus dans le Bitcoin parce que le Bitcoin en fait pump beaucoup plus fort pour l'instant sur le BTC. Attendons de voir ce qui va se passer pour le halving, sachant qu'en fait sur l'Ethereum il y a des news qui vont sortir qui vont être beaucoup plus bullish. Vous avez en fait l'Ethereum 2.0 qui va être rollout en fait au niveau, enfin qui va être sorti en fait au niveau de juillet, enfin cet été. Après, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du MACD? Donc en fait sur le MACD RSI, alors on a une bullish divergence qui est ici. Donc là vous voyez en fait cette bullish divergence qui était ici, donc on a 113, on est descendu à 86, sauf que le RSI en fait était plus bas ici et est remonté en fait de l'autre côté là. Donc en gros on a ce qu'on appelle en fait une bullish divergence ou une hidden bullish divergence. Donc en fait c'est une divergence haussière cachée sur le RSI qui se pose alors qu'en fait il y avait un plus bas ici sur ce cours. Donc en fait vous avez l'Ethereum qui a fait un plus bas, par contre le RSI a fait un plus haut. Donc en gros ça voudrait dire en gros que c'est bullish. Mais pour l'instant, il faut voir ce qui va se passer sur l'oblique pour savoir si vraiment on va être sorti de ce rallye et qu'on va pouvoir casser à la hausse sur l'Ethereum. Maintenant, donc on va passer sur l'analyse de l'alt de la semaine. Alors, au niveau de l'alt de la semaine, on a eu donc une demande d'un kryptonien sur la vidéo du brief sur Chainlink. Donc on va passer en fait sur l'analyse de Chainlink sur Binance. Donc en gros j'ai pris le graphe pareil Binance Tether que j'avais utilisé en fait sur le brief des semaines précédentes. Donc pareil
Là, en fait, Chainlink baisse, retracement jusqu'à la zone de short qui n'a pas été atteinte. Donc, on va surtout se positionner sur ce mouvement qui s'est passé. Donc, alors, vous avez vu Chainlink en fait qui était monté à 5 dollars, qui a frôlé le price discovery, mais qui a rencontré une grosse résistance à 5 dollars et est retombé jusqu'à 1,32 $, qui était en fait une garage jaune en fait qui est entre, voilà, un gros dump en fait qui a permis en fait aux investisseurs de pouvoir réaccumuler entre 2,32 et 1,86. Ensuite, Chainlink est remonté. Et si en fait on calcule le retracement de ce niveau, comme vous pouvez le voir, Chainlink en fait est en plein dans la zone de short entre 3,61 et 4,23. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait vous avez déjà une triple divergence sur le RSI ici, donc triple divergence baissière alors que le cours continue à monter. Et ensuite, donc Chainlink, ce qui se passe, c'est que là Chainlink est en train de faire une pause. Vous avez en fait une divergence en fait qui est en train de se poser sur le MACD aussi en daily. Donc vous avez le bleu qui est passé en dessous du rouge. Donc ça veut dire que là pour l'instant le MACD est en train de ralentir. Donc en gros ça veut dire que ce mouvement là est en train de s'essouffler. Donc ça veut dire que Chainlink est en train de faire une pause. Alors après, là, Chainlink a rebondi sur le EMA Ribbon. Donc là, vous avez le ruban en fait des moyennes exponentielles qui est ici. Et donc ce EMA Ribbon sert de support. Donc là, vous avez un support qui a été rencontré ici à ce niveau-là. Ensuite, le RSI est en train de repartir à la hausse. Après, sur Chainlink, donc en gros, là, on est toujours dans la zone de short. Il faut attendre de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va casser la zone de short à 4,23 ou est-ce qu'on va retomber en dessous et retracer? Alors, si on retrace à la baisse, ce qui pour moi en fait est quand même probable, parce que là en fait on a une oblique qui se dessine ici à partir d'un plus haut là. Donc il faut voir ce qui va se passer avec cette oblique. Si on casse cette oblique à la hausse, ce qui va se passer, c'est que on va continuer le rallye. Mais par contre, si on la casse à la baisse, normalement, il faut aller chercher en fait un retracement Fibo, donc que j'ai tracé ici. Donc là, vous avez le plus bas qui est là, vous avez le plus haut qui serait ici, on va dire, sur la dernière mèche, qui serait monté. Et si on retrace à 61,8, on a une garage jaune ici pour longuer, donc qui serait autour de 2,32 jusqu'à 1,90. Donc ça, ce serait la nouvelle zone de rechargement de longue pour pouvoir longuer Chainlink. Donc moi, d'après ce que je peux voir, en fait, Chainlink, normalement, devrait faire un mouvement comme ça, ici, descendre jusqu'à la zone de longue pour pouvoir recharger. Après, si on casse l'oblique, donc il faudrait avoir une confirmation de mouvement bullish. Donc si on a une confirmation de mouvement bullish, donc en fait ça voudrait dire qu'il faut casser l'oblique, rebondir dessus qui servirait de support et après ensuite continuer le rallye vers la hausse et aller atteindre les 5 dollars pour pouvoir remonter plus haut. Donc sur Chainlink, moi je vous ai conseillé, en fait je me rappelle sur la dernière vidéo, de prendre des TP ici. Donc ça c'était, il me semble, j'avais conseillé ça à un kryptonien, c'est Malikou, il me semble, où j'avais dit voilà, Chainlink en fait il faudrait commencer à prendre des TP à 3,60 et quelques, donc qui était en bas de la zone de short. Donc il y a eu là on est en train de se battre, c'est une battle zone en fait qui est ici en fait dans la zone de short. Donc on est en plein dans la zone de short, on va voir ce qui va se passer s'il y a une résolution haussière ou s'il y a une résolution baissière. Mais pour l'instant, d'après ce que je peux voir, en fait, si le RSI et le MACD continuent à diverger et descendre vers le bas, normalement la prochaine zone d'accumulation ce serait ici, entre 2,31 et 1,90. Après, donc, il faut voir ce qui va se passer sur l'oblique, mais normalement, pour moi, au niveau de Chainlink, c'est trop tard pour acheter, c'est beaucoup trop haut. Il faut attendre d'avoir un retracement sérieux qui serait donc ici à 61,8 à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est l'analyse que j'ai pour Chainlink. Et maintenant que j'ai fini donc cette analyse pour l'alt de la semaine, on va passer directement sur l'analyse des news de la semaine prochaine avec Maxel. Donc voilà, je laisse la parole à Maxel. Merci beaucoup et à tout de suite. Bonjour à tous, nous allons commencer la revue de presse de cette semaine par Telegram que nous avions déjà évoqué la semaine dernière. Pour rappel, Telegram avait proposé à ses investisseurs de leur rembourser 110% de leur investissement initial dans un an et en crypto, au lieu de 72% maintenant. Cette offre n'est plus d'actualité, en tout cas pour leurs investisseurs américains. En effet, la SEC américaine a considéré que cette offre n'était pas dans les règles et oblige Telegram à rembourser tous leurs investisseurs à hauteur de ce qui était prévu dans le contrat en cas de non-lancement de leur blockchain TON, c'est-à-dire 72%. Pour ce qui est des investisseurs résidant en dehors des États-Unis, cette offre de prêt est encore valable, mais les 110% ne seront pas versés en crypto. L'entreprise a encore pour projet de lancer sa blockchain d'ici avril 2021 et d'ici là, nous avons encore largement le temps pour d'autres rebondissements. Nous allons continuer sur le réseau Bitcoin. Coindesk nous rapporte que le nombre de nœuds sur le réseau Bitcoin est à son plus bas depuis 3 ans. Pour rappel, un nœud, c'est un ordinateur qui fait tourner le réseau Bitcoin et ces nœuds sont un composant essentiel de la blockchain parce que c'est eux qui permettent d'assurer la sécurité du réseau en ayant chacun une copie de l'historique des transactions
et ils permettent aussi de valider ces transactions. Nous pouvions compter 47 000 nœuds cette semaine comparé à 200 000 en 2018. C'est la première fois que nous revenons à ce niveau depuis 2017 et c'est particulièrement surprenant où, dans les cycles précédents, nous pouvions remarquer qu'une augmentation du nombre de nœuds allait de pair avec une augmentation du prix. Or, cette fois-ci, nous assistons à une augmentation du prix depuis avril 2019, mais le nombre de nœuds ne cesse de diminuer. Ce n'est pas un problème pour le moment car il y a encore suffisamment de nœuds actifs, mais nous pouvons espérer que le mouvement reparte dans l'autre sens. Et pour continuer sur Bitcoin, l'université de Cambridge a posté une Bitcoin Mining Map cette semaine qui montre la distribution du hashing power dans le monde. Cette carte se base sur les données des pools de minage comme via BTC, Pooling et BTC.com. Et sans surprise, la Chine se retrouve première de ce classement avec 65,08% du montant total. C'est 9 points de plus que les États-Unis qui sont seconds avec 7,24%. Puis vient la Russie, le Kazakhstan, la Malaisie et l'Iran avec 3,82%. Le reste du monde combiné ne représente que 6,5% du hashing power du réseau, avec aucun pays qui n'arrive à dépasser 1%. A noter que cette étude montre aussi le détail de la distribution en Chine et on y voit notamment que la moitié du hash power en Chine est localisée dans la province du Xinjiang. Vient ensuite la région de Mongolie intérieure, le Yunnan et enfin Beijing, la capitale. Et pour finir avec la Chine, le CFO de Bitmain, donc Liu Yao, a été placé en détention par la police de Beijing après avoir organisé une attaque sur un des cofondateurs de la société, Micree Zhang. Un groupe d'hommes masqués s'est attaqué à M. Zhang dans le but de lui voler la business license de Bitmain Beijing. Comme quoi, Bitmain se casse la gueule dans tous les sens. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas en fait à nous laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos de la semaine prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires dans la section qui est en dessous de la vidéo afin de nous dire quelle halte vous voulez qu'on traite toutes les semaines. Parce qu'on va faire une analyse technique sur les haltes qui sont sélectionnées par la communauté toutes les semaines. À partir de la semaine prochaine, on va faire 2 vidéos par semaine. Donc tous les samedis, on aura l'hebdo crypto. Et le mercredi, on va traiter un sujet bien précis qui nous aura été demandé par la communauté. En parlant de communauté, justement, on a un groupe WeChat sur lequel vous pouvez vous abonner et dont le QR code va apparaître ici. Non, là. Donc voilà. Donc écoutez, merci beaucoup et puis on se voit samedi prochain pour le nouvel hebdo crypto et d'ici là, prenez soin de vous et don't get wrecked. Bon, c'est l'heure de l'apéro là. Ah ouais, je vais faire une sieste moi. Alors la vache, tu veux de l'éther ?